Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Bonferré Télévision en ce dimanche 19 février 2023. Bienvenue dans cette édition d'information dominicale. Aujourd'hui sera fait exactement jour pour jour un mois que le coordinateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, garde prison à la maison d'arrêt de Kolo. À cette occasion, son mouvement a publié une déclaration de presse ce dimanche. Elle exige sa libération sans condition, mais demande également aux autorités nigériennes de demander le départ sans condition des forces militaires françaises déployées dans notre pays et de se tourner vers des pays frères et amis comme le Mali et le Burkina Faso pour une lutte plus efficace contre le terrorisme dans le Sahel. Les détails sont avec Youssouf Ouaïdara. Trois grands points constituent l'ossature de cette déclaration du mouvement M62. La question sécuritaire d'abord. Le M62 s'est dit très choqué de la dégradation continue du tissu sécuritaire dans notre pays et propose aux autorités de nouer une coopération militaire avec le Mali et le Burkina Faso afin de mener une lutte efficace contre le terrorisme. Aussi, il demande aux autorités de rejeter toute coopération infructueuse avec la France. Les autorités nigériennes doivent s'en convaincre que si leurs homologues maliens et burkinabés ont chassé les forces militaires étrangères sur leur territoire, il y a des raisons objectives. Le M62 pense que l'État du Niger a intérêt à s'engager dans une politique commune de sécurisation avec le Mali et le Burkina en comptant sur nos armées dans une logique de mutualisation des efforts. Et le préalable à cette collaboration militaire est le départ immédiat et total des forces militaires étrangères du Niger, notamment le Barkhane. Sur la détention du coordinateur du mouvement M62, le mouvement dénonce une chasse aux sorcières engagée contre la personne d'Abdoulaye Seydou. Nous tenons à préciser que Tamou est une commune rurale et avec un tel statut, elle ne peut d'aucune manière disposer d'une direction départementale de la police. Nous sommes convaincus que les rapports d'enquête visés par le procureur de la République et attribués à une institution inexistante dans la localité de Tamou est loin de justifier les faits nouveaux et graves expliqués à l'opinion pour soutenir le placement de notre camarade Abdoulaye Seydou, coordinateur du M62, président du REPAD, sous mandat de dépôt à la prison de haute sécurité de Kolo depuis un mois, jour pour jour. Le troisième point de cette déclaration du mouvement M62 a porté sur ce qu'il qualifie de violation des droits de manifestation au Niger. Malgré l'entêtement des autorités à faire barrage à toute initiative de dénonciation des dérives autoritaires, le M62 annonce qu'il ne baissera pas les bras. Et d'ailleurs, le mouvement M62 annonce dans le même sillage l'organisation très prochaine d'une marche pacifique, le dimanche 26 février 2023. En parlant de situation sécuritaire, le bilan de l'attaque qui a pris pour cible un détachement de l'opération Al-Mahaw dans la localité d'Intagamey a été revu à la hausse. On parle désormais de 17 militaires tués, 12 portés disparus. Les détails qui semblent être un piège prémédité ont été donnés dans le bulletin des opérations des forces armées nigériennes publié en fin de semaine. Oussena Assoumi pour d'autres précisions. Militaires tués, 13 blessés, 12 portés disparus, 5 véhicules calcinés et un autre emporté, c'est la résultante de l'embuscade de Intagarmay, localité du département de Banubangou, près de la frontière malienne, qui a visé une patrouille de Al-Mahaw. Dans son bulletin hebdomadaire des opérations numéro 004-2023, le chef de l'état-major, le général de division Salif Modi, a affirmé que ces derniers sont tombés dans un piège tendu par des terroristes lors d'une reconnaissance sur l'axe Inzouet-Intagarmay dans l'ouest du pays. Le précédent bilan publié au lendemain de l'attaque faisait état de 10 militaires tués, 16 portés disparus, 13 blessés et un nombre indéterminé d'assaillants neutralisés. Le bulletin a aussi fait cas de 2 autres zones d'opération, respectivement Nia, où 10 motos ont été saisies
et détruite par les patrouilles en milieu de la semaine. Et Yarti, situé au nord-ouest de Filengue, où des terroristes ont été neutralisés, une arme AK-47, des munitions ainsi que des effets militaires saisis lors des opérations de sécurisation des populations. À noter que deux terroristes recherchés et un de leurs complices opérant dans la zone est de Filengue ont été arrêtés au marché hebdomadaire de Ibakan et plusieurs autres saisies ont été effectuées. La Covid-19 reste encore un problème de santé publique en Afrique 3 ans après la fin de la pandémie, selon le responsable des opérations de riposte de la Covid-19 du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Alerte donnée à la suite d'un webinaire animé mercredi dernier. Selon le spécialiste, plus de 9 millions de cas ont été enregistrés sur le continent africain avec un peu plus de 175 000 décès. Balima Bourema. La Covid-19 continue d'être une urgence de santé publique de portée mondiale, a estimé Dr Tchernobeldo, chargé de riposte à la Covid-19 au niveau du Bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé au cours d'un webinaire qui a porté sur la Covid-19 en Afrique. Où en sommes-nous 3 ans après? C'est comme ça que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qualifie cette pandémie-là actuellement depuis ces 3 dernières années. Et je pense que ça fait du sens parce qu'on a tous vu l'importance et l'implication et puis l'envergure de cette pandémie-là. Et peut-être où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, nous sommes à une phase un peu plus stable et avec très peu de cas qui sont rapportés dans nos différents pays, dû à plusieurs facteurs, dû à beaucoup d'efforts qui ont été consentis par les pays membres donc pour répondre et pour contrôler cette pandémie-là. Mais on garde toujours une vigilance donc accrue pour éviter un peu la résurgence un peu de nouveaux cas ou encore la circulation très importante de ce virus qui peut entraîner l'émergence de nouveaux variants. C'est en mars 2020 que les premiers cas ont été enregistrés sur le continent. À ce jour, l'Afrique reste la moins touchée par la maladie selon Dr Baldi. Donc, dans nos 47 pays aujourd'hui, là, nous avons répertorié environ 9 millions de cas. Donc, depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant, et environ 175 000 décès. Donc, ce qui fait, comme on appelle un taux un peu de fatalité, si je le regarde bien, de 1,9%, c'est-à-dire 1,9% de personnes qui sont tombées malades et qui sont décédées. Donc, quand même, c'est un bon ratio quelque part. Et lorsqu'on le compare par rapport à d'autres régions, clairement, je pense qu'on est totalement en deçà un peu des chiffres dans les autres régions, mais ça ne doit pas nous dire qu'on a pu tout détecter parce qu'on a beaucoup aussi d'enjeux un peu de détection et de surveillance dans nos pays. Cependant, pour maintenir le cap, le responsable de l'OMS conseille aux populations africaines de continuer la sensibilisation et la vaccination. Ce que je peux vous dire, c'est que les recherches, elles continuent sur la COVID. On travaille sur la COVID, on travaille 7 jours sur 7 jours et nuits sur la COVID. Et ce travail implique de faire beaucoup de recherches et nous encourageons beaucoup d'organisations qui font la recherche. Et ça inclut aussi la composante donc, de la médecine traditionnelle ou bien la pharmacopée traditionnelle. Donc je pense que ça ne devrait pas s'arrêter. C'est un travail qui continue pour le bien-être de nos populations. Parti de Chine en décembre 2019, le virus s'est vite propagé dans le monde, occasionnant des millions de morts dans le monde, plus particulièrement en Europe et en Asie. L'Afrique, pourtant exposée pour manque d'infrastructures et de moyens, tire son épingle du jeu. L'Association des étudiants musulmans du Niger a procédé à la remise officielle de dons en nature en espèces. Il s'agit de vivres et de l'argent au profit de 5 orphelinats de la région de Niamey. C'est la section régionale de l'AEMN de Niamey et celle de l'université Abdou Moumouni de Niamey qui en sont les initiatrices. Plus de 9 millions de francs CFA ont donc pu être mobilisés à travers les comités d'aide aux orphelins. Le point avec Mohamed Alpha. La première et deuxième étape ont constitué l'orphelinat Oumar Bello de Saga et l'orphelinat Rahama du quartier aéroport. L'association des étudiants musulmans du Niger, section de Niamey, a offert des vivres et argent liquide aux orphelins. L'association des étudiants musulmans du Niger, son objectif principal, c'est faire la promotion des valeurs islamiques en milieu occidental. Et cela n'exclut pas, on intervient du côté social. Nous avons choisi vraiment des orphelinats qui sont vraiment dans le besoin. La troisième, quatrième et cinquième étape ont concerné le centre social pour l'appel, l'éducation et l'assistance des orphelins du Niger dans le quartier Bassora. Orphelinat Moudjama,
Assadik du quartier Niamey 2000 et l'orphelinat Al-Hidaya du quartier Lazare Nord Fesso 3e soudure. Ces orphelinats ont également reçu des dons en espèces et nature comme les autres. L'appel que nous avons à lancer à l'endroit des autres associations, vraiment c'est de faire plus que nous, en fait. De vraiment venir aider les orphelins parce qu'ils en ont vraiment besoin. Les bénéficiaires des 5 orphelinats ciblés par l'association des étudiants musulmans du Niger, section Niamey, ont manifesté leur reconnaissance tout en invitant l'association à persévérer dans le même sens de venir en aide aux plus nécessités. L'association des étudiants musulmans du Niger, l'AMN, pour ce don que vous venez de remettre à l'orphelinat Oumar Bel Barkiré de Saga. Et au nom de tous les enfants orphelins, nous vous remercions infiniment. Qu'Allah vous bénisse pour ce geste combien important dans la vie de ces enfants orphelins. Da suna 'yan makaranta muna godiya akan wagga taimako da kun kamuna. Allah ya biya muku bukatar ku, Allah ya ba ku abin ku so. Nous les remercions au nom de l'orphelinat et du personnel. Moi, en tant que régisseur, donc, je me réjouis vraiment de cette aide, que Allah fasse en sorte que le paradis soit leur récompense. Ubangiji subhanahu wata'ala shine ya san abin da zukatan sun ka kumsa wajen neman alkhairi zuwa Ubangiji. Muna roƙon Allah mun subhanahu wata'ala biya musu bukatunsu duniya da lafiya. Dima wannan kungiya ta ɗalibai na Jami'a Abdulmumin da kuma sunanta da wannan kokari da suke gabatar da shi, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan kokari ya kawo zuwa ga wannan Dar al-Aitam koko orphelinat Al-Hidaya. Cette association des étudiants musulmans du Niger, section Niamey, contribue à la promotion des valeurs et cultures islamiques et cette initiative s'inscrit dans le cadre de faire la promotion de l'assistance des personnes défavorisées. Cet exemple est à suivre par les autres associations. L'association des étudiants musulmans du Niger a retrouvé en fin de journal, en partie magazine, pour connaître un peu les détails de cette opération de collecte et de distribution de vivres au profit des orphelins. Ce sera juste après la rediffusion de la une des journaux. La suite de ce journal, le syndicat national des conducteurs routiers voyageurs du Niger a tenu une assemblée générale ordinaire le 13 février dernier dans la localité de Difa. Un comité de crise vient de voir le jour et remet en cause la tenue de cette assemblée générale qui aurait été convoquée par un militant déjà exclu du syndicat. Le comité de crise a décidé d'attaquer la tenue de cette assemblée générale devant la justice et d'en convoquer une autre. Le point, c'est avec Suleiman Ousmane. La crise au sein du syndicat national des conducteurs routiers voyageurs du Niger est loin de voir son épilogue. Le comité de crise ainsi installé par cette déclaration a décidé de ne pas reconnaître les conclusions issues du congrès de Difa, et cela pour plusieurs raisons. Considérant que tous les délégués au congrès de Difa sont sans mandat, considérant la décision d'exclusion du camarade Mahmoud Idé pour violation flagrante des textes du SNCRVN et les détournements des fonds. Nous, comité de crise de SNCRVN, décidons de ne pas reconnaître le congrès tenu à Difa le 13 février 2023, unilatéralement convoqué par Mahmoud Idé alors qu'il était exclu. 2. Attaquer en justice le congrès de Difa tenu dans les conditions irrégulières. 3. Poursuivre le renouvellement des sections comme prévu par nos textes 3 mois avant la tenue du congrès pour convoquer un congrès ordinaire en respectant les textes du SNCRVN issus du congrès de Maradi en 2016. Le comité de crise a également dégagé toute responsabilité quant aux actes qui seront posés par le secrétaire général exclu et de ses camarades. Prend en témoin l'opinion nationale et internationale que tout acte posé par Mahmoud Idé et les coordinateurs régionaux n'engage qu'eux et ils seront les seuls responsables de tout ce qui adviendrait. En attendant la suite de cette affaire par la justice, le comité de crise compte gérer les affaires du syndicat jusqu'au prochain congrès et appelle l'ensemble des militants à plus de solidarité, d'union et de l'unité syndicale.
Une caravane de sensibilisation des populations sur la sécurité aux frontières est en cours dans la région de Maradi. Elle est conduite par le député national Ambali Ali avec le concours financier de l'Organisation internationale des migrations. Le sujet est signé de nos confrères de la radio et télévision Dunia, bureau de Maradi. Conduite par le député national Ambali Ali, la caravane de sensibilisation des populations sur la sécurité des frontières s'est rendue au village de Tankundeli dans la commune de Hawandawaiki et à Romaza dans la commune de Korgom. Il s'agit d'éclairer les populations sur la recrudescence du banditisme dans nos villages frontaliers avec le Nigeria, notamment le vol de bétail, le kidnapping des personnes, le viol, la consommation de drogue, la migration des jeunes, des femmes et des enfants vers les pays du Maghreb et même vers l'Europe. Le terrorisme déstabilise aujourd'hui la quiétude sociale de nos vaillantes populations. Au village de Dankundli et Romaza, les chefs de village, les chefs de groupement Peul de Hawandawaiki et le chef du canton de Korgom et les maires ont souhaité la bienvenue à leur hôte avant de remercier le député Ambali Ali pour cette heureuse initiative et l'OIM pour le financement de cette cérémonie au grand profit des populations. Le député national a vivement remercié tout d'abord les populations pour leur participation massive à cet événement. Et l'OIM qui a bien voulu accepter et financer cette activité importante qui consiste à demander la collaboration des populations aux forces de défense et de sécurité afin d'endiguer les différents problèmes sociaux. Il a poursuivi en rappelant la situation sécuritaire préoccupante à Difa, Tilaberi et Maradi. Pour le représentant de l'OIM, M. Soumana Ali, a rassuré les populations que son institution est toujours disposée à accompagner l'État du Niger dans sa lutte et protection des populations frontalières. La directrice départementale pour la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Mme Seydou Zainabou Issa, et le représentant du conseil départemental des jeunes ont fustigé les comportements malsains des femmes et jeunes qui vont en migration et qui, de retour au village, constituent les catalyseurs de différents problèmes sociaux que nous connaissons. Ils ont appelé ce sujet à une meilleure prise de conscience pour mettre fin à leurs habitudes dégradantes, à nos mœurs et traditions. Les forces de défense et de sécurité de Tissawa et celles de Meadoua, local government du Nigeria, ont pour leur part demandé aux populations de collaborer en information et en dénonçant à temps tout cas suspect constaté dans leur village, et ce, afin de faciliter la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour le secrétaire général du département de Tissawa, Mohamed Mansir Rabiou, il a remercié le député national et l'OIM au nom des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, pour tous les efforts déployés pour la sécurisation des populations nigériennes. À M. Mohamed Mansour Rabiou de condamner le comportement des migrants qui vont jusqu'à Dakar sous couvert de la pauvreté, ce qui n'est pas le cas, car rien que les 150 et 200 000 francs CFA de transport peuvent leur servir de fonds pour pratiquer des activités régénératrices de revenus. Pour leur part, les jeunes, les femmes et même les sages se disent édifiés et s'engagent à collaborer avec les FDS, car c'est de leur intérêt qu'il s'agit. L'on peut donc affirmer que l'objectif assigné à cette caravane est atteint. Des séances de lutte traditionnelles ont été organisées, un sport de fraternité et de cohésion sociale. Fin de cette édition avec la revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré, la une des journaux de tous les jeudis, suivi en partie magazine de cette initiative de collecte de vivres et de remise à des orphelinats de la région de Niamey, une initiative de l'association des étudiants musulmans du Niger avec la section régionale de l'AEMN de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Excellente réception chez vous, bonsoir. Je
Je suis avec Moustapha Abdraman pour la revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis soirs. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata. Qu'est-ce qui fait la une des journaux cette semaine? Cette semaine, c'est l'attaque terroriste contre le détachement de l'opération Al-Mahou. C'est dans la région de Tillabéri. Le procès sur la tentative de coup d'État avorté de mars 2021. Une inspection d'État qui serait en cours dans plusieurs services rattachés à la primature et la léthargie de l'opposition politique nigérienne. Nous débutons avec l'embuscade d'Intagamaï. Le journal Le Monde aujourd'hui parle de communication désastreuse du ministère de la Défense. À force de vouloir toujours cacher la vérité au peuple en tant que dirigeants, l'on finit par perdre à la longue toute crédibilité au sein de l'opinion nationale et internationale, écrit le journal Le Monde aujourd'hui de cette semaine. Comme sous les deux mandats de son prédécesseur Issoufou Mahamadou, le travertissement de la vérité pour chercher à endormir le peuple se poursuit sous la renaissance acte 3 du président Bazoum Mohamed, qui soufflera dans moins de 2 mois les bougies de ses 2 ans de gestion au pouvoir. À travers les rares communiqués qu'il a publiés à la suite d'attaques terroristes, le ministère de la Défense nationale, dirigé par Al-Kassoum Indatou, est en train de jeter le doute sur la sincérité du discours officiel. Le dernier communiqué relatif à l'embuscade terroriste contre une patrouille de l'opération Al-Mahou, c'était le vendredi 10 février 2023, a reflété la même confusion que celle sur l'affaire Tamou dans la présentation des faits et le choix des mots. Le communiqué a fait état de la mort de 10 soldats, de la disparition de 16 personnes et des blessures enregistrées sur 13 autres soldats. L'identité des 10 morts et des 13 blessés est clairement établie dans le communiqué. Mais pour les 16 disparus, rien n'est précisé sur qui ils sont. Par contre, le communiqué ne fait cas d'aucune victime dans les rangs des assaillants, puisque selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, ces derniers ont pu être repoussés en direction d'un pays voisin grâce à l'appui de vecteurs aériens. Cependant, ils ont pu emporter les corps de leurs morts au moment de leur repli. C'est visiblement un raisonnement cousu de fil blanc, estime le journal. C'est vrai que dans une guerre, il y a toujours des mensonges, mais lorsqu'elle se déroule sur le territoire national, l'obligation de fournir l'information honnête sur le bilan des accrochages est un devoir impérieux pour les gouvernants. Ne pas le faire, c'est contribuer à saper le moral des soldats sur le terrain. Malheureusement, c'est ce à quoi s'adonnent nos renaissants qui veulent jeter la responsabilité de cet état de fait sur les citoyens qui ont quand même le droit d'apprécier ce qui se passe dans le domaine de la gestion de l'insécurité dans leur pays. Et pour le journal L'Éclosion, c'est le président Bazoum qui est pris dans l'engrenage de l'insécurité et de la présence militaire française. Aminata, le journal précise d'abord que le pays voisin en question n'est autre que le Mali, étant entendu que dans le premier paragraphe du communiqué du ministère de la Défense nationale, il est précisé que l'embuscade complexe a eu lieu à la frontière nigéro-malienne, ce qui rejoint le désir de la France qui souhaite que l'opinion internationale pense que le Mali est devenu un espace pays pourvoyeur de terroristes, bien que la situation de ce pays s'améliore sensiblement rien qu'à travers la confiance retrouvée par le peuple malien en ses forces de défense et de sécurité. L'ironie du sort, le jour même de l'attaque, ou plutôt de l'embuscade, le gouvernement malien a fait sortir pour sa part un communiqué qui annonce entre autres 82 terroristes neutralisés, 35 suspects interpellés, 10 sanctuaires de terroristes détruits. On dirait que le Mali, qui a chassé les militaires français de son sol, s'en sort plutôt bien dans la lutte contre le terrorisme. Pendant ce temps, le Niger, qui a accepté d'héberger sur son territoire les forces françaises et leur armada de guerre, subit de plein fouet l'hydre terroriste. Ce qui choque davantage l'opinion nigérienne est que l'attaque du 10 février se soit déroulée dans la zone où sont déployées les forces françaises. En s'attaquant à l'opération Al-Mahou, qui est censée contenir les forces nigériennes et françaises, et en s'en tirant à bon compte, c'est plus qu'un symbole que les organisations terroristes ont visé. Cela nous amène à nous interroger une fois de plus sur l'utilité de la présence militaire de la France chez nous, mais aussi sur les véritables raisons qu'elle cache. Cela d'autant plus que l'insécurité de notre pays ne fait que s'accroître, contrairement au discours tenu par les régnants. Le journal Niger Inter Hebdo nous donne une idée des peines d'emprisonnement requises par le ministère public contre les auteurs de tentatives de coup d'État du 31 mars 2021. Effectivement, Aminata, après les séances d'audition des accusés, prévenus et témoins, le ministère public a dressé ses réquisitions au tribunal militaire.
Le jeudi 9 février 2023, nous apprend le journal Niger Inter Hebdo. Selon le commissaire du gouvernement, l'enquête préliminaire de la gendarmerie a permis d'établir certains faits constants et incontestables. C'est ainsi que certains prévenus ont reconnu les faits et d'autres ont renoncé à leur déposition. Il y en a même qui courent toujours. Le commissaire du gouvernement a exposé le déroulement du complot, les différentes rencontres, le recrutement des hommes, les moyens utilisés, les dates de l'opération jusqu'à l'assaut du palais présidentiel et ses conséquences. Le ministère public a requis 30 ans d'emprisonnement ferme pour les cerveaux du putsch, à savoir l'ex-colonel-major Hamadou Jibo, l'ex-capitaine Gourouza Sani Saleh, l'ex-lieutenant Abderrahman Marou, l'ex-adjudant Adamou Seini dit Adam et l'ex-adjudant Mahamadou Halidou dit étudiant. 20 ans pour l'ex-adjudant-chef Amadou Bourema dit Papa et Moussa Amadou, mécanicien Momba. 10 ans pour Hamani Munkaila, Ibrahim Abdou, Hamadou Oumarou, Salif Kaka, Boubacar Garantier, Maître Ibrahim Jibo. 5 ans pour l'ex-général Seydou Bagué, l'ex-colonel-major Aboubakar Oumarou Azumi dit Lyon et 2 ans pour un groupe d'officiers de la base 101. Les autres ont bénéficié de la relaxe ou de la requalification des faits pour blessures et coups avec armes. Le ministère public a requis la prison à vie aux accusés fugitifs. Selon le Code de justice militaire, en ses articles 259, 260 et 261, tout militaire coupable de complot et d'attentat à la sûreté de l'État est puni de la peine capitale ou d'un emprisonnement à vie. En tenant compte des paramètres dont eux seuls ont le secret, le commissaire du gouvernement a demandé des peines minimales en répression aux crimes constitués. Avant de lever la séance, le président du tribunal a appelé un à un les accusés pour recueillir leur avis sur les réquisitions du ministère public. En substance, certains ont pris acte, d'autres demandent la clémence ou la sagesse du tribunal. Le quotidien privé L'Enquêteur d'hier, mercredi, s'interroge si le Modern Fa Lumana Africa est réellement un parti politique d'opposition et c'est sous le titre « Les oppositions en ordre de pagaille entre Lumana et Bazoum, deal ou quiproquo ». Le Modern Fa Lumana figure-t-il encore dans les rangs de l'opposition politique nigérienne, s'interroge en gros et en titre le journal L'Enquêteur, le quotidien paru hier mercredi. Depuis bientôt 2 ans, Hama Amadou et son parti se font particulièrement discrets au point de paraître pour des alliés du régime en place. Un silence, des interrogations. Nombre d'observateurs de la scène politique nigérienne se demandent à juste titre si le Modern Lumana Africa est encore sous la bannière de l'opposition au régime de Bazoum Mohamed. Ce manque d'entrain politique totalement assumé suscite moult interrogations au sein des militants du Modern Fa Lumana et même au-delà. Il faut dire qu'avec le décret numéro 222-741/PRN du 29 septembre 2022 relatif au dispositif d'appui au profit des anciens premiers ministres, Hama Amadou n'a plus à se plaindre de Bazoum Mohamed. L'adoption le 17 décembre 2022 par l'Assemblée nationale du projet de loi déterminant le traitement de base, les indemnités et autres avantages alloués aux chefs de file de l'opposition politique a permis à Tahirou Seydou, le président du Modern Lumana Africa, de sécuriser également ces fins de mois. Avec de hauts postes de responsabilité politique, les 2 principaux lieutenants de Hama Amadou, que sont Soumana Sanda et Oumarou Dogari, n'ont plus l'esprit à quelque bataille politique que ce soit. Voilà comment, sans pour autant officialiser son ralliement au régime en place, le Modern Lumana Africa est devenu allié de l'ombre au service de Bazoum Mohamed. C'est du moins la lecture qu'en font bon nombre d'observateurs et des Lumanistes du silence dans lequel s'est plongée l'instance fêtière de leur famille politique. En fait, c'est l'ensemble des oppositions politiques qui ont signé leur acte de capitulation face au pouvoir en place. C'est juste pour la forme que Mohamed Ousmane et consorts se refusent de reconnaître la victoire de Mohamed Bazoum. Dans les faits, ce dernier ne fait face à aucune opposition politique, conclut le journal L'Enquêteur. Assainissement de l'État, une inspection d'État en cours à la primature, c'est le titre qui barre la une du journal Le Canard à Furie de cette semaine.
L'inspection générale d'État serait en cours depuis quelques jours à la primature, apprend-on de sources dignes de foi du journal Le Canard en furie. Ces inspections concernent, selon le confrère, certains services techniques et projets rattachés au cabinet du Premier ministre et s'inscrivent dans le sillage d'une série d'inspections de la même nature diligentées par le président de la République, Bazoum Mohamed, au cours de ces 2 dernières années au niveau de différentes entités de l'État, dont les ministères et les sociétés et offices de l'État. À la connaissance du Canard en furie, une première inspection d'État avait été déjà effectuée au niveau de cette institution dirigée par Oumoudou Mahamadou, mais les conclusions ne sont toujours pas connues. Pourquoi une deuxième inspection? Le journal ne saurait le dire pour le moment. La seule certitude, lorsqu'une inspection d'État est diligentée au niveau d'une entité étatique, c'est qu'il y a anguille sous roche. En tout cas, selon la source du journal, la mission d'investigation qui est en cours entrave le fonctionnement normal de la plupart des services rattachés à la primature de la République. Le Canard en furie qui constate également que le président Bazoum cherche à voir clair dans la gestion de la 3e institution la plus importante de la République après la présidence de la République et l'Assemblée nationale, ce qui dénote de sa volonté apparente d'assainir la vie politique présentement caractérisée par des pratiques corruptives sans commune mesure, doublées d'impunité, de concussion, de favoritisme et tant d'autres actes néfastes qui plombent les efforts de développement socio-économique de notre pays. Mustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.